Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nyanko TV. Nous sommes sur les sagas du cinéma, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle de toutes ces séries de films, du moment qu'il y en a eu au minimum 3, et ça tombe bien puisqu'on est en train de parler de la trilogie La Momie, la trilogie avec Brendan Fraser. On a parlé la dernière fois de La Momie, premier du nom, réalisé par Stephen Sommers en 1999. Aujourd'hui, nous allons parler du Retour de la Momie, sorti en 2001, réalisé par ce même Stephen Sommers. C'est parti! Alors, je vais pas forcément être très gentil avec ce film, mais je préfère clarifier les choses tout de suite. J'ai quand même globalement apprécié cette suite. J'ai été la voir 4 fois au cinéma à l'époque parce que j'étais complètement fasciné par la surenchère d'effets spéciaux qui n'étaient pas forcément géniaux à l'époque, mais la surenchère aussi de tout, peut-être même trop d'ailleurs. Il y a beaucoup de défauts que je vais pointer dans ce deuxième film, que je peux considérer comme étant la suite qui en fait beaucoup trop, et non pas la suite de trop, comme le sera le troisième, mais ça on en parlera la prochaine fois. J'ai quand même globalement passé un bon moment devant le Retour de la Momie. C'est un film distrayant, qui a raté pas mal de choses par rapport au premier, et qui avait potentiel à faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait. Mais en dépit de ça, c'est une suite tout à fait convenable, dans la moyenne de ce que j'appelle les bonnes suites, surtout quand on fait un numéro 2, à savoir en faire 2 fois plus, histoire de ne rien regretter à la fin. Sauf qu'il en fait pas 2 fois plus, il en fait trop. Et je vous propose cette fois-ci une analyse linéaire du film, du début à la fin. Qu'est-ce qui m'a fait tiquer la première fois que je l'ai vu et qu'est-ce qui me fait tiquer encore plus aujourd'hui. On va prendre les scènes point par point, juste après ça. Not these guys again! Go, 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 go! Déjà, de quoi parle le Retour de la Momie? Le film nous raconte comment les O'Connell, mari et femme, ainsi que leur enfant, découvrent au cours d'une expédition qui n'est pas du tout hasardeuse, le bracelet d'Anubis, le fameux bracelet qui est censé t'emmener vers l'oasis cachée, pas si cachée que ça parce qu'elle n'est pas très discrète cette oasis, mais disons cachée d'Amcher, lieu où se trouverait le roi Scorpion, qui si tu le tues, avec un sceptre mystérieusement tombé dans les mains de la famille O'Connell tout à fait par hasard, passons, permettra de tuer le roi Scorpion et de prendre et de commander son armée, et ainsi dominer le monde. C'est à tout prix ce que veut faire une secte qui vénère Imhotep, dirigée par une femme qui est la réincarnation d'Anck-Su-Namun, ça aussi j'en parlerai parce que ça me pose un sérieux problème, qui du coup va ressusciter Imhotep pour l'opposer au roi Scorpion parce qu'il faut quand même un certain pouvoir pour pouvoir battre le roi Scorpion, et du coup la famille Imhotep va essayer de se mettre entre les deux pour éviter que le monde soit submergé par l'armée du roi Scorpion. Alors déjà ce qu'il faut se dire dans un premier temps, c'est que toute l'équipe avait terriblement envie de remettre ça, et très vite. Le premier film, La Momie, a été une vraie claque, on va dire, en matière de film d'aventure. Ça a beaucoup plu au public, ça a propulsé au rang de star des acteurs comme Brendan Fraser ou Rachel Weisz par exemple. Et il y avait une envie de reprendre du plaisir, de remercier le public aussi, et de retourner à un film dont le succès était assuré, avec néanmoins quelques petits changements à faire. Parce que dans le premier film, Imhotep ou sa copine Anck-Su-Namun montrent que très peu de temps à l'écran, surtout Anck-Su-Namun qui est là au début et qui après est là sous la forme d'une momie, tout comme Imhotep, dont le pauvre acteur est là sous la forme d'une momie, donc avec des capteurs partout sur lui, voire absent de l'écran, puisque tout est en image de synthèse. Donc si suite il doit y avoir, il fallait leur donner un peu plus de part du gâteau, qu'ils aient un peu plus de plaisir quand même à tourner. C'est pour ça qu'on va beaucoup creuser le personnage d'Imhotep et d'Anck-Su-Namun cette fois-ci. Et c'est peut-être ça qui fait trop d'ailleurs, mais j'y reviendrai. Je vous disais qu'on allait voir le film point par point, commençons par le début. Cette fameuse scène d'intro, je passe toute la séquence avec le roi Scorpion qui est pas trop mal, qui en tout cas pose bien les bases, mais dès qu'on retrouve les O'Connell, le premier plan où on voit Rick O'Connell derrière cette espèce de muraille de toile d'araignée, ça me pose déjà un petit problème. Mineur, hein. Rick et Evie sont dans un temple qu'ils explorent à la recherche du bracelet d'Anubis. Alors Evie pense savoir où elle va, ceci dit, ils n'ont pas exploré du tout la totalité du temple, histoire de sécuriser un peu les lieux, parce qu'au moment où on voit O'Connell dos à la caméra, il y a une mur de toile d'araignée juste derrière lui, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas du tout allés par là. Ce qui m'étonne quand tu veux sécuriser un endroit, surtout quand tu as le passé qu'ils ont eu. Je trouve pas ça très crédible qu'il y ait toute une partie, la moitié du temple, vers laquelle ils ne sont pas allés. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ?
c'est pour qu'on ait le plan de O'Connell qui enlève la toile d'araignée pour dévoiler son visage, histoire de dire qu'il rentre pleinement dans le film. C'est pour la caméra. Ce genre de choses que j'aime pas trop parce que c'est un peu trop visible, mais encore une fois, c'est mineur. C'est pas grave, mais pour un premier plan, je me suis dit à l'époque, déjà, c'est pas naturel. Et après, on enchaîne avec Evie, qui est en train de dégager un serpent avec son pied, un serpent venimeux, comme si de rien n'était, sans broncher une seule seconde. Là, pareil, à l'époque, je me suis fait « Wow !» Elle a changé. Alors, il y a peut-être 8 ans ou 10 ans qui sont passés entre le 1 et le 2, mais déjà, je sais que c'est pas la même Evie. Non seulement parce qu'elle balance un serpent sur la gueule de son mari qui l'évite de justesse, et qu'en plus, elle s'en excuse même pas, parce que dans une ligne de dialogue un petit peu faible, la première entre les deux qui est importante, où elle te dit « C'est un serpent venimeux », seulement s'il y a morsure. Je me suis dit à l'époque « Oh là, problème dans les dialogues ». En tout cas, il y a quelque chose qui est pas spontané, et c'est ça qui est difficile, c'est que le premier est très spontané, très naturel. Souvent le cas des comédies, quand ils font plusieurs films, le premier est très naturel, et quand tu veux faire une suite d'un film qui a très bien marché dans les comédies, et que tu essaies de refaire ce qui a marché alors que tu ne contrôlais pas pourquoi ça a marché la première fois, c'est impossible de reviser juste. Alors La Momie, c'est pas qu'une question de comédie, c'est un ensemble de plusieurs thèmes, de plusieurs univers. Mais du point de vue comédie, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le film parce que je trouvais que les dialogues étaient moins bons, que ce soit en VF ou en VO. On découvre du coup que Evie est comme possédée, qu'elle voit des choses qu'on ne devrait pas voir, comme si elle était là dans une ancienne vie, sauf qu'encore une fois, quand tu vois l'ensemble du film, ce n'est pas crédible, parce que si vraiment elle est trait pour trait la fille du pharaon du premier film qui a été tué par Imhotep et Anck-su-namun, Imhotep aurait dû la reconnaître lorsqu'il a été ressuscité dans le premier film en 99. Donc tout ça pour dire que ça fait vraiment pièce rajoutée de donner une espèce d'épaisseur au personnage d'Evie qui n'en avait pas besoin. En fait, il n'y avait pas besoin de ça. Il n'y avait pas besoin de montrer qu'Evie avait une ancêtre qui vivait à la même époque qu'Imhotep et que du coup leur rencontre n'est pas le fruit du hasard. Ça se sentait vraiment très fabriqué et surtout c'était pas suggéré dans le premier film. Si le premier film avait laissé des pistes qu'on avait développées là, j'aurais rien dit. Là, ça fait pièce rapportée, et il y en a beaucoup d'autres dans ce film. Alors passons à la scène d'action qui est plutôt réussie, où le temple est enseveli par l'eau du Nil, où leur fils Alex sauve en hommage au premier film avec la bibliothèque qui se cassait la figure, là c'est des piliers, mais il sauve ses parents d'une noyade assurée sans le faire exprès, ils ont quand même eu du bol. On a une nouvelle scène qui m'a beaucoup gêné, celle où on découvre qu'Anck-su-namun est réincarnée, donc c'est pas vraiment Anck-su-namun, elle s'appelle Mila je crois, et du coup, elle aussi, comme Evie, c'est exactement où il faut chercher et c'est exactement ce qu'il faut faire. En tout cas, le personnage d'Anck-su-namun dans le futur parle français ou anglais, a des dialogues, et j'avoue que ça m'a fait bizarre. Leur objectif est de libérer Imhotep à nouveau, non sans avoir libéré aussi quelques scarabées, et là on voit bien qu'on est dans le concept de la bonne suite. À savoir que les scarabées dans le 1, t'en avais un qui se glissait sous la peau et qui du coup tuait ses victimes, là t'as des dizaines de scarabées tous en même temps sous la peau qui vont carrément tuer les pauvres ouvriers qui sont encore là juste pour se faire buter. Ça, c'est plaisant. Là, on veut en faire plus, on veut montrer que les effets spéciaux ont évolué, même si c'est pas forcément très bien fait, mais en tout cas, on fait de la surenchère. Là, cette fois-ci, les scarabées remontent et ils t'explosent carrément la tête en sortant. Ça, j'ai bien aimé. Et puis tu comprends en un seul plan que les dangers vont changer, parce que du coup, les scarabées tant redoutés et incroyables du premier film sont repoussés à coups de lance-flammes, parce qu'ils avaient prévu le coup, et ça aussi, j'ai bien aimé de me dire, ok, les scarabées, ils sont là, c'est bien, mais on les reverra plus, quoi. Puis tout ce beau monde, une bonne centaine de personnes, se téléportent à Londres, comme si c'était facile de faire l'Égypte à Londres, et ils décident de ramener donc le cadavre d'Imhotep à Londres et de le ressusciter là-bas, pour que juste après, il revienne en Égypte, chercher la pyramide. Film qui en fait trop, c'est un bon exemple. Et puis passer des dialogues encore une fois très mielleux entre Rick et Evie qui parlent de l'Oasis. Encore une fois des dialogues qu'on attend comme étant drôles parce qu'on sait qu'ils sont drôles dans le premier, mais qu'on n'arrive pas encore une fois à retrouver à l'identique. Comme s'il y avait une virgule mal placée, comme s'il manquait un petit quelque chose pour qu'on trouve la justesse des dialogues du premier. Encore une fois, j'attends d'entrer dans le film parce que je n'ai toujours pas trouvé mon dialogue référence qui va venir après, parce qu'il y en a qui sont quand même pas mal. Je suis pas en train de dire que tout est mauvais, mais le début du film n'est pas bon. Mais comme La Momie, ce n'est pas que de la comédie comme je l'ai dit, la partie action reprend de plus belle avec l'invasion de la maison des O'Connell, avec d'abord Jonathan qui arrive en disant qu'il a volé le sceptre d'Imhotep. Je sais pas d'où ça sort, je n'ai jamais vu dans le 1 voler un sceptre. Si encore ça n'avait pas d'influence sur l'histoire, je veux bien, mais comme par hasard, le sceptre c'est la clé de tout. Mais comme c'est pratique de le donner directement à Jonathan dès le début du film, alors que ça sort complètement de nulle part. Encore une pièce rapportée qui m'a sorti du film et vous remarquez qu'il y en a quand même beaucoup alors que le film a commencé depuis 10 minutes. Evie aussi est attaquée avec son fils et là elle commence à jouer la guerrière en étant plus balèze que son propre mari sans qu'elle sache elle-même comment elle fait ça. Alors c'est justifié. Son ancêtre savait se battre comme elle. De là à expliquer pourquoi est-ce qu'elle est possédée comme ça, le film ne l'expliquera absolument pas. Comme c'est pratique. Du coup, Evie se fait enlever et on se demande pourquoi est-ce qu'elle est enlevée alors qu'ils ont récupéré le coffret qui, normalement,
contient le bracelet? Pourquoi est-ce qu'ils ont kidnappé la femme de l'aventurier qu'ils redoutent tous, Imhotep compris, pour que le film continue? Si Evie n'est pas kidnappée, t'as plus d'objectif, mis à part peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont faire avec le bracelet, mais c'est un peu léger. Il fallait une motivation pour que O'Connell et sa troupe se rendent là où la momie va être enfin ressuscitée. Parce que c'était pas plus simple de ressusciter Imhotep en Égypte. Mais passons. Cependant, on découvre qu'Alex a le bracelet, ce qui nous donne enfin le premier bon dialogue du film. Toi, ne dramatise pas. Toi, t'es mal barré. Toi, dans la voiture. Ça, c'est bon. Ça, c'est de la momie comme on aime. Et à partir de là, j'ai repris espoir. En tout cas, je me suis dit, ça y est, je tiens mon dialogue, espérons que ça continue. Imhotep ressuscite. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'il ressuscite à Londres si la quête doit recommencer en Égypte? J'ai vraiment du mal avec ce scénario. Et Imhotep ressuscite parce qu'il trouve une jarre à côté de lui qui, comme par hasard, contient les cendres de tous ses disciples. Les disciples qu'on a vus à la fin du premier qui sont particulièrement compliqués à abattre. Et qui, du coup, se souviennent du cri qu'ils ont fait contre O'Connell dans le premier, le... Pardon. Mais du coup, c'est pour la caméra et le clin d'œil qu'ils font ça, c'est pas du tout dans l'intérêt du film. Autant dans le premier, ils répondaient à O'Connell qui s'était mis à crier pour les intimider, alors que ça n'a pas marché. Là, ils ont aucune raison de crier, si ce n'est pour dire « Hein, vous avez vu, c'est la suite !» Ceci dit, on arrive à la première très bonne séquence du film, la poursuite en bus, dans le bus londonien, à travers Londres. Ça, on n'avait pas vu. Ça, c'est plutôt bien foutu, c'est palpitant à suivre, il y a à la fois de l'action et de l'humour comme on aime. Le film est clairement lancé à partir de là. Et on a un enjeu clair. Alex, avec le bracelet qui a du coup été enlevé à son tour, va les guider à travers l'Égypte pour les conduire jusqu'à cette oasis, soi-disant cachée. Par contre, si tu as trop de retard sur le convoi, tu ne sauras pas quelle est la direction suivante. Donc les O'Connell ont tout intérêt à les suivre à distance, via un ballon dirigeable, encore une fois une bonne idée, et tu as des relations très intéressantes entre Alex, l'enfant des O'Connell, et tous ses ravisseurs, que ce soit Lochna, celui qui est censé le surveiller alors qu'il le déteste, le coup du « on arrive bientôt », c'est génial, le coup du gosse qui va aux toilettes où il faut pas regarder, c'est génial. Alex et la relation qu'elle a avec la nouvelle Aung San-Suu, c'est génial aussi parce qu'elle est à la fois un peu effrayante avec le coup de la menace du serpent dans son lit, mais elle a aussi un côté un peu maternel, en tout cas elle joue avec lui. Elle a une complicité un peu sinistre, un peu macabre, mais il y en a une. Et Imhotep également a une espèce de compassion pour l'enfant, et j'ai l'impression qu'il ne veut pas vraiment le tuer à la fin. Plusieurs fois, il va repousser sa supposée mort, parce qu'une fois que le bracelet sera arrivé à destination, le gosse ne sert plus à rien, mais à chaque fois, Imhotep va trouver un prétexte pour le garder en vie. Un otage, ça peut servir. Donc j'aime cette relation entre Alex et Imhotep, Alex et Aung San Suu, enfin la fausse, et aussi avec Lochna. Bref, tout va bien pendant une dizaine de minutes, jusqu'à une nouvelle fausse note, très laide à l'écran d'ailleurs. Parce que les effets spéciaux, mon Dieu que c'était horrible à l'époque. Mais les effets spéciaux, c'est pas grave. Ils peuvent être mauvais, ça n'empêche pas au film d'avoir un intérêt ou que l'histoire soit bonne. Sauf que là, c'est pas le cas. Parce que toute la scène, toute la séquence où Imhotep va retrouver sa peau et ses organes, encore une fois, via une scène expédiée où en gros, on va mettre 3 mecs dans une pièce qui vont ouvrir le coffret sans savoir ce que ça allait faire pour qu'ils puissent tout de suite aspirer leurs organes et redevenir l'Imhotep qu'on connaît. Mais est-ce que ça aurait pas été plus simple qu'il ressuscite directement avec ses organes retrouvés, puisque quand il est mort dans le premier, il était normal. Même si au moment de mourir, il est redevenu une momie. Mais j'aurais préféré qu'il trouve le moyen qu'il revienne directement dans sa peau, sans qu'on se retape ce rituel de la malédiction, qu'on refait une deuxième fois, mais vraiment pour 30 secondes, juste pour dire, vous voyez, c'est comme dans le premier. Mais c'est complètement raté. Je pense qu'il y avait moyen de faire autre chose. Et pendant ce temps, chez les O'Connell, pareil. On apprend quoi? Que O'Connell, via une réplique magnifique, si je te dis que je suis un voyageur qui voyage depuis l'Est à la recherche de celui qui est perdu, bah je te réponds que je suis celui qui voyage depuis l'Ouest, et je suis l'homme que tu cherches. Tu es un Medjay. C'est bien, O'Connell, sauf que ça ne sert à rien dans le film. On va essayer de te convaincre que c'est grâce à ce qu'il a sur le poignet qu'il peut battre le roi Scorpion, mais je suis désolé, le O'Connell qu'on connaît peut battre le roi Scorpion même s'il se rend pas compte que c'est un Medjay. Ça n'apporte strictement rien au film de savoir que c'est un Medjay, ça ne va nulle part. Ça aurait pu aller quelque part si ça en était servi dans le 3, parce que le 3 aurait pu être très différent, mais j'y reviens en fin de vidéo. Mais le pire du pire dans ce film, ce qui a définitivement mis ce film au rang des suites non pas ratées, mais qui en font trop, c'est la résurrection d'Aung San Suu dans le corps de sa réincarnation, la scène qui se passe à Karnak, où ils revivent, vu d'un autre angle, la mort du pharaon du premier film qui a conduit à la mort d'Aung San Suu. Dans le premier, ressusciter quelqu'un, c'était difficile, il fallait un sacrifice, il fallait tuer une vie, il fallait prendre une vie
pour en remettre une. Là, t'as l'impression que si tu lis le bouquin, tu peux ressusciter qui tu veux. Et on sait pas encore à quel point d'ailleurs dans le film. Mais le fait qu'Aang Sunamun réintègre un corps qui n'est pas le sien, même si c'est le même, l'âme de Mila, je crois qu'elle s'appelait, disparaît du film. On change de personnage en fait. On change de personnage dans le même corps. Ça m'a complètement perdu. Surtout que, à la fin, la fameuse scène où Evie se fait tuer et où du coup Aang Sunamun, qui n'est plus Mila, fait un petit coucou à Alex, parce que du coup ils sont complices. Sauf que leur complicité, elle a été développée en tant que Mila et Alex, pas en tant qu'Aang Sunamun et Alex. Donc elle n'est pas censée normalement se souvenir qu'ils se sont parlé, à moins qu'il y ait deux âmes dans le même corps. À moins que ce soit juste une incohérence de plus. On arrive à la scène dans le canyon où l'eau a remplacé le sable. Ça, c'est la bonne logique de la suite. On a eu le sable, maintenant on a la flotte, la prochaine fois on aura la neige. Ça, c'est bien, c'est un fil conducteur. Ça, c'est malin. Même si, encore une fois, je me demande comment ils ont pu survivre en faisant une chute de plusieurs centaines de mètres à 80 km/h en s'écrasant dans une forêt depuis un ballon. Comment est-ce qu'ils s'en sortent en faisant juste oh bah mince alors, on a le ballon qui est crevé. D'ailleurs, comment est-ce qu'il a réparé ça, le mec? Mais j'ai bien aimé comment Imhotep met une petite tape sur la tête d'Alex quand il pense avoir perdu ses parents. Il y a quelque chose qui se passe entre Imhotep, qui n'est pas forcément un personnage qu'on a envie de voir mourir à la fin du film, surtout que s'il revient, j'imagine que c'est pas pour remourir. Il y a vraiment quelque chose qui m'a plu entre ce gosse et ses deux parents de substitution, en tout cas ses deux tuteurs, le temps de ce périple dans le deuxième film. Ce qui m'amène à mon plus grand regret dans le film, à savoir la fin, mais on n'y est pas encore. On arrive dans une très bonne séquence, parce que le film en est rempli, dans la forêt, avec tous les pygmées, et les très bons passages, notamment avec Jonathan, qui se cache derrière la barrière de sépulture avec un de ses ennemis, et qui se demande, est-ce qu'on est vraiment à l'abri? Oui, ils peuvent pas passer ces barrières. Et finalement... Désolé, je me suis trompé. Sorry, my mistake. Excellent passage, encore une fois, parce que John Hannah remplit parfaitement le boulot du comic relief, le mec qui, du coup, est là pour l'humour. Et autant dans le 1, ça a marché, autant dans le 2, ça a marché, autant dans le 3, on en parlera la semaine prochaine. Et puis la séquence où Rick court avec Alex dans les bras, avec la lumière du soleil, et si jamais la lumière les touche, Alex est mort, et ça, c'est magnifique comme plan. Encore une fois, on alterne vraiment des passages très bons avec des passages maladroits, mais globalement, jusque-là, t'es encore scotché dans la salle. Moi, à l'époque, j'avais pris une claque. Et le film rajoute encore une couche. Evie se fait tuer devant son mari, impuissant, par cette garce d'Aang Sunamun. Une mort mémorable, que je n'attendais absolument pas, que personne n'attendait. Une scène, une mort qui change tout le film. Ça devient du drame. Et qu'est-ce que la Momie 3 aurait pu donner avec un Rick O'Connell, veuf, vieillissant, alcoolique, brouillé avec son fils? On aurait compris pourquoi du coup. Il y avait quelque chose à faire avec la Momie 3 dans ces conditions. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais regardé dans les magazines de cinéma, j'avais vu la photo où O'Connell et Imhotep se battaient, mais ils regardaient tous les deux la même direction, comme s'ils voyaient un danger commun. Et je me suis dit à l'époque, et s'ils coopéraient cette fois-ci? J'aurais beaucoup aimé voir ça. Malheureusement, ils n'ont pas choisi ça. Et le film gâche tout, encore une fois, quand Alex va avoir l'idée de ressusciter sa mère, en lisant, encore une fois, juste un bouquin. Là où dans le premier, c'était assez exceptionnel et que ça exigeait un sacrifice et un rituel, là, il te suffit de lire le bouquin au bon endroit et tu ressuscites, même si t'as encore un trou dans le bide parce que c'est quand même fait planter par une épée, on dirait qu'elle sent plus rien. C'est dommage. Encore une fois, pendant 5 minutes, tu mets du drame, tu mets des larmes et tu mets un enjeu extraordinaire pour le troisième film. Surtout quand tu sais que dans le troisième film, l'actrice Rachel Weisz ne va pas vouloir rejouer, t'aurais pu t'en servir même si tu ne savais pas à l'époque, ça aurait pu donner un sacré film où O'Connell aurait pu du coup se lancer dans une espèce de carrière de chasseur de momies, avec l'idée de se venger à vie, une espèce de Batman, vous voyez? Et ça aurait été tellement bon. Combat contre le roi Scorpion, super mal foutu, mais ça c'est pas grave, encore une fois les effets spéciaux ça peut être raté de temps en temps, ça n'enlève en rien à l'histoire. Mais encore une fois, une super séquence qui aurait pu être magnifique, celle où O'Connell et Imhotep, cette magnifique séquence où ils sont tous les deux agrippés, attirés par ces espèces de petits diablotins qui veulent les aspirer en enfer, c'est une scène très réussie, émotionnellement t'es impliqué, et jusqu'au moment où le pauvre Imhotep demande de l'aide à sa nana, qu'il a ressuscité par 2 fois, qui est l'enjeu du premier film, et il insiste dans le deuxième film pour la ramener encore. Et quand cette garce se casse en lui disant « Aïe !» Tout ça pour ça, ça te démolit l'enjeu du premier film dans une séquence. Alors que si il n'y avait pas eu cette réincarnation d'Aang Sunamun dans le corps de Mila, et bah du coup t'aurais pu comprendre pourquoi cette dernière se casse. C'est pas grave, tout va bien. Je disais quoi? Oui, donc je disais,
Mila, si elle était restée Mila, et que Imhotep avait imaginé une espèce de relation un peu sordide, où quelque part il pense que c'est elle sans que ce soit elle, il y avait quelque chose à faire pour que Mila se casse, parce qu'elle en a rien à foutre d'Imhotep, ce qu'elle veut c'est le pouvoir, on aurait pu le comprendre. C'est quand même con de piétiner le premier film à ce point-là. Mais si au moins ça avait pu servir l'histoire, si au moins Imhotep aurait été dégoûté de voir ça, si O'Connell du coup en voyant ça propose à Imhotep de lui tendre la main pour le sortir de là, alors je pense pas qu'O'Connell ait une raison de le faire pour que ce soit crédible, mais si au moins il lui propose, parce qu'il a pitié de lui, et qu'Imhotep dit non, et qu'il se laisse tomber, ça aurait été une belle fin. Si Imhotep accepte, et du coup ils font la paix, mais qu'Imhotep ne récupère pas ses pouvoirs en sortant de là, parce que ses pouvoirs lui ont été ôtés, et qu'Imhotep doit vivre dans cette époque-là, dans un corps humain, sans ses pouvoirs et sans sa malédiction, j'aurais aimé aussi, et il aurait pu être là dans le troisième film. Peut-être même qu'ils n'auraient pas forcément été amis, mais partenaires, parce que du coup ils s'y connaissent tous les deux en bagarre et en momie. Tout ça, la mort d'Evie, qui amène un Rick célibataire ou veuve dans le troisième, cet Imhotep qui aurait pu survivre, il y avait un beau potentiel pour faire un beau troisième film, bien dark, bien dramatique. Mais pas que, ça aurait été drôle avec le personnage de Jonathan. Mais imaginez Rick et Jonathan, les ex-beaux-frères, en partenariat pour chasser les momies à travers le monde, rejoints par Imhotep à un moment donné. J'aurais adoré voir ça. Je sais pas si je suis le seul à m'être fait cette réflexion, mais le film te balance de superbes idées qu'ils annulent. Où t'as l'impression qu'ils n'ont pas assumé toutes leurs idées, t'as l'impression qu'ils sont restés prisonniers d'un moule, d'un cahier des charges à remplir pour être cohérent avec le premier, enfin cohérent dans l'esprit, et du coup tu pouvais pas faire du vrai drame à la fin. Pourtant, la mort d'Evie, elle est réussie, mais si tu réussis la mort d'un personnage, ne l'annule pas, en tout cas pas 5 minutes après. Ne fais pas revenir Imhotep pour le refaire recrever, ça sert à rien. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on se dit sur les personnages? Aucun n'a avancé durant le film. Ils ont vécu une aventure de plus, mais ils en finissent au même point. Que O'Connell soit un Medjay, on s'en fout, ça n'a pas d'incidence. Que Evie ait connu le paradis pendant un quart d'heure, on s'en fout. On apprend juste que le couple Imhotep-Anxunamun, c'est un couple de merde finalement. C'était pas la peine de nous enlever ça. Il y avait un côté sacré qu'on nous a enlevé. Jonathan est toujours le comique de la situation. Le deuxième film, en l'état, ne sert à rien. Mis à part nous distraire 2 heures de plus. Et c'est dommage. Maintenant qu'on a dit ça, le film reste distrayant, il est divertissant. Je me suis marré devant, je l'ai vu plusieurs fois. C'est pas un mauvais film, ce n'est pas une suite de trop. Encore une fois, c'est une suite qui en a fait trop. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du retour de la momie? Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de la partager si elle vous a plu, c'est très important. De la partager, de mettre des likes, surtout de mettre des commentaires. Partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour que la chaîne soit un peu plus référencée sur YouTube et continue de grandir. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de La Momie 3, La tombe de l'Empereur Dragon. Un film de trop pour le coup, et on aura largement le temps de l'évoquer la semaine prochaine. D'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.